Dans le petit monde des trucs qui vrillent l'arrière du crâne, le Drinking Bird ou oiseau buveur est une sommité. Pour le faire fonctionner, il vous suffit de lui faire boire la tasse une fois. Ensuite, c'est parti pour des heures, voire des jours de balancement non-stop, piquant en l'eau frénétiquement et sans relâche. L'oiseau de verre se balance inlassablement. L'horloge tourne et n'a visiblement pas d'emprise sur l'oiseau, plongeant la tête dans le récipient, toujours, continuellement. Et moi je me surmène de paresse en attendant. On pourrait penser que pour que tout s'arrête, il suffit d'enlever le verre. Mais non, rien n'y fait, rien ne l'arrête, l'oiseau n'en fait qu'à sa tête, qui continue à donner des coups de boule dans le vide. Du moment que sa tête est humide, l'oiseau s'incline et le supplice de la goutte chinoise serait pour lui un carburant continu. Avons-nous trouvé là un mouvement perpétuel, c'est-à-dire un mouvement capable de durer indéfiniment sans apport extérieur d'énergie ou de matière? Eh bien non, car l'oiseau se déhanche et varie la cadence au rythme des conditions atmosphériques. Car ce truc est ce qu'on appelle une machine thermique, c'est-à-dire une machine alimentée en énergie par les variations de température, d'humidité ou de pression dans l'air. Je m'explique, l'oiseau est formé de deux réservoirs en verre reliés par un tube, à l'intérieur est enfermé un liquide volatile. La tête de l'oiseau est entourée d'une couche de feutre qui absorbe et se charge en eau quand on met le bec dans le verre. Et alors, la magie opère. Imperceptiblement, l'eau s'évapore, ce qui a pour effet de légèrement refroidir le gaz contenu dans la tête. Ce dernier, se contractant, crée une dépression, une succion, qui va aspirer le liquide dans le tube. L'oiseau se retrouve déséquilibré, plonge en avant, boit la tasse et se mouille de nouveau. Le liquide redescend dans la partie inférieure et l'oiseau se relève. À l'intérieur, la pression des gaz s'égalise et l'évaporation reprend. Pas de quoi rire, à peine de quoi piaffer d'impatience que ça remonte, que le cycle recommence. Pour le voir se calmer, il suffit d'attendre qu'il n'y ait plus d'eau dans le récipient. Ou alors, on peut aussi faire chuter la température pour arrêter l'évaporation, lui sécher la tête, ou encore le couvrir d'une cloche. Dans ce cas, l'atmosphère se sature progressivement d'eau et finit par stopper l'évaporation et l'oiseau. Le plus cool, c'est qu'en utilisant ce principe, on a inventé l'horloge Beverly, une horloge qui n'a pas été remontée depuis sa construction en 1864 et qui fonctionne toujours aujourd'hui grâce aux variations de pression atmosphérique et de température. Ou encore la pendule Atmos dont les aiguilles tournent grâce à l'air du temps. Pour faire simple, dans ce pendule, on retrouve un gaz dans une membrane qui se dilate quand la température augmente. De la même façon que quand on met une bouteille chapeautée par un ballon dans de l'eau chaude, celui-ci se gonfle. Dans cette horloge, la membrane vient jouer sur un ressort qui va alimenter perpétuellement le pendule, et une simple variation d'1 degré peut le faire fonctionner pendant 2 jours. Avec une si petite source d'énergie, il a fallu concevoir un mécanisme ayant le minimum de friction possible. Pour se faire une idée de la prouesse, 60 millions de pendules Atmos réunis auraient besoin de moins d'énergie pour fonctionner qu'une ampoule électrique de 15 watts. Et ici encore, ce n'est pas un mouvement perpétuel, car si vous enlevez l'atmosphère, l'horloge s'arrête. Chercher le mouvement perpétuel, c'est essayer d'obtenir quelque chose à partir de rien, disait Newton, dont le pendule, tout en vous hypnotisant, illustre bien le principe de dissipation d'énergie. Avec cet objet, lorsqu'une bille est relâchée, elle vient percuter sa voisine et lui transmet presque toute l'énergie acquise lors de sa chute. Cette voisine ne peut pas bouger, car elle est coincée entre deux billes. Elle transmet à son tour presque toute l'énergie à sa voisine. Et ainsi de suite jusqu'à l'extrémité opposée du pendule, où la bille terminale, qui n'est pas bloquée, utilise presque toute l'énergie transmise, comme si elle venait d'être directement frappée par la première bille, pour s'élever jusqu'à une hauteur légèrement plus faible qu'au début, et ainsi de suite avant de totalement s'arrêter. Si toute l'énergie de la première bille était transmise le long du parcours, on aurait un mouvement perpétuel. Sauf que sur le parcours, ça frotte et ça dissipe à max. L'air freine, les attaches grincent, l'instructeur brinque-balle, le système n'est pas isolé et il y a un max de pertes. Résultat, il va falloir revoir ses ambitions à la baisse. En bout de chaîne, la bille monte moins haute que la première. Le truc cool avec ce pendule, c'est de faire varier et d'essayer toutes les configurations possibles. Tic, tac. Lorsqu'on lâche 2 billes en même temps, de l'autre côté, 2 billes se mettent en mouvement. Tic 2. Tac 2. Lorsqu'on lance 3 billes en même temps, c'est les 2 billes restantes qui montent, accompagnées de la première bille et les ayant percutées. Tic 3, tac 3. Et ainsi de suite. Tic 4, tac 4. Ça se balance au rythme des collisions et des transferts d'énergie. Et puis, si on lâche à la même hauteur une bille de chaque côté en même temps, celles-ci viennent rebondir sur celle du milieu qui reste immobile, impassible. De même avec 2 billes, le centre reste toujours de marbre, d'acier, pendant que l'énergie se dissipe et fait le yo-yo. Avec 3 d'un côté et 2 de l'autre, c'est tic 2, tac 3, tic 2, tac 3, tic 2, tac 3. Si on s'amuse à décomposer au ralenti ce qui se passe quand on lâche 2 billes, ça donne ça. La première bille va venir taper, donc la numéro 2 va transférer sa vitesse à la troisième et s'arrêter net. La troisième va à son tour transférer la vitesse à la quatrième et la quatrième à la cinquième, qui, vu qu'il n'y a plus de bille pour l'arrêter, va se mettre à monter. Une fraction de seconde plus tard, la bille numéro 1 vient frapper la bille numéro 2 et lui transférer sa vitesse. Et la séquence se reproduit jusqu'à la numéro 4, qui monte en suivant de près la cinquième. Après, si vous voulez passer vos dimanches à chercher un mouvement perpétuel, sachez qu'à force de recevoir des papiers sur le sujet et de retourner des copies avec 0 pointé, l'Académie des sciences a décidé en 1775 de refuser tout papier sur le sujet, vu que selon
selon elle, cela consomme inutilement le temps, le talent et la fortune de mécaniciens ingénieux. Sinon, pour se prendre un astéroïde sur la tronche, c'est ici, et pour vous déplacer 900 fois plus vite qu'un avion de chasse, c'est là.